Merci Magali, merci Fatia, merci à toutes et tous. Vous êtes tellement nombreux amis ici que je ne vais pas citer les uns et les autres parce qu'on prendrait la soirée, mais vous dire que je suis tellement heureux de vous retrouver. Et vous dire aussi que la politique c'est parfois pénible. Il y a des témoins ici qui peuvent, avec moi, vous dire à quel point ça peut être parfois extrêmement douloureux, incompréhensible et tellement contre-productif. Et puis, il y a des moments aussi qui sont des moments magiques. On ne sait pas comment ça vient, mais d'un seul coup, quelque chose bouge. Ce qui était impossible la veille, le lendemain le devient possible. C'est ainsi que cette gauche, que l'on disait fracturée, divisée, condamnée à l'échec, eh bien, elle s'est retrouvée. Et la magie, c'est de se retrouver dans une salle comme ce soir, entendre un communiste et d'en partager l'intégralité, entendre un écologiste et se dire que on n'a pas besoin de répéter ce qu'il a dit parce qu'on se reconnaît parfaitement dans ce qu'il a pu dire. Et j'espère que la réciproque sera vraie. Mais, chers amis, je voulais d'abord vous dire quelques mots sur cette situation très particulière. Ça a été dit tout à l'heure par Magali, nous avons un président de la République qui a été réélu et qui n'a pas retrouvé, comme c'est le cas normalement après une élection présidentielle, l'élan qui aurait dû le conduire à avoir une majorité très forte à l'Assemblée. Le débat qui a même eu lieu avec la salle, est-ce qu'on est devant, derrière? La réalité, c'est que nous sommes légèrement devant. Et ensuite, c'est déjà une prouesse. On est, en gros, en avance de l'équivalent de 2 circonscriptions. Mais il suffit d'une pour être majoritaire. Surtout, il suffirait que celles et ceux qui ont tellement envie d'un autre monde se mobilisent dimanche prochain pour que tout bascule et qu'évidemment, nous puissions trouver une majorité large qui permette à la gauche et aux écologistes de mettre en œuvre le projet auquel ils aspirent. Alors, je sais bien, on va vous dire les sondages, les sondeurs, etc. C'est même incroyable. Sur France 2, dimanche dernier, ne voulant pas annoncer l'avance de la NUP sur le reste des forces politiques, ils ont même commencé, c'est une grande première, non pas par donner les résultats, mais par donner une projection sur le second tour. C'est un peu comme si à la présidentielle, on vous annonçait déjà le résultat du second tour avant de vous donner les résultats du premier. Incroyable. Incroyable. Avec une méthode que personne ne comprend, comment est-ce que vous faites une projection du premier tour sur le second, alors que vous ne savez pas du tout comment vont se reporter les votes, que vous ne savez même pas quels sont celles et ceux qui se déplaceront au second tour, puisque il y a eu la moitié des Français qui ne sont pas venus. Et c'est eux l'enjeu. D'abord, on nous dit, mais avec qui? Où sont vos réserves, etc. Les réserves, c'est d'abord les gens qui ne croient plus en rien, qui ne veulent plus croire en la politique, mais qui peuvent cette fois-ci, parce qu'ils ont vu que la gauche pouvait gagner, se mobiliser au second tour, au premier rang desquels les jeunes qui se sont mobilisés d'abord avec les marches pour le climat, ensuite pour MeToo, contre le racisme et contre les discriminations avec Black Lives Matter, bref, toutes celles et ceux qui ont marché, mais qui ne veulent pas être en marche. Et donc, toutes celles... Tout cela, évidemment, provoque un peu de panique dans le camp du pouvoir. Et la panique, parfois, ça fait commettre quelques erreurs d'appréciation. Alors voilà, maintenant, nous sommes, Noël vient de le dire, une catastrophe. Ça, c'est pour les plus sympas. Nous sommes la guillotine fiscale. On monte d'un cran. Nous sommes le chaos. Là, on se dit quand même, est-ce qu'ils pourront aller plus loin? Il y en a qui sont quand même plus imaginatifs. Alors il y a ceux qui sont avec une imagination un peu datée. Christophe Castaner nous explique que nous sommes le retour de l'Union soviétique. Bon. Il y en a qui sont nostalgiques ici, je vois. Nous pas, hein. On nous avait déjà fait le coup des chars russes place de la Concorde. Je rappelle aux Françaises et aux Français inquiets qu'ils ne sont jamais venus. Et donc qu'ils peuvent dormir tranquilles. Tout à l'heure, je vous dirai aussi...
je ne me spoil pas tout seul. Et donc je continue sur celles et ceux qui, avec beaucoup de charme et d'élégance, nous expliquent que nous sommes aussi, alors j'ai déclaré ça ce matin ou hier matin, que nous sommes des anarchistes d'extrême gauche. Alors évidemment, pour un socialiste comme moi, qu'on a plus souvent accusé de dérive droitière que de dérive d'extrême gauche et anarchiste, j'avoue que je ne boude pas mon plaisir. Je ne sais pas très bien ce qui me vaut ce qualificatif. J'ai vu qu'il était attribué à nombre d'entre nous. Bon, ça fait rire. Ce qui fait un peu moins rire, il faut bien le dire, c'est les propos de M. Ferrand. Alors lui, il dit la cohabitation serait impossible avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors, expliquons-nous, si la cohabitation serait impossible avec cette force qui est la NUP, bah, autant nous dire que c'est pas la peine de voter. Si c'est impossible, si on n'a pas le choix, si on peut voter que pour la République en marche, quel est l'intérêt d'avoir encore une démocratie? Et puis le président de la République. Alors là, c'est le pompon. Maintenant, on est ou macroniste, ou on n'est pas républicain. Le choix se résume à la Macronie qui défendrait à elle seule la République et tous les autres qui seraient des anti-républicains. Mais dans quel pays vit-on? Et quel président subit-on? Parce que la réalité de la République, c'est qu'elle est justement, et qu'elle devrait être justement l'espace partagé de toutes et tous. Et qu'à force de le rétrécir, en considérant qu'il est seulement la propriété d'un camp politique, on fait du mal à la République. Parce qu'on laisse penser que, justement, tous les autres seraient dehors et qu'ils n'auraient plus leur place dans la République. Et c'est précisément ce qu'il faut combattre. Expliquer à chacune et à chacun que oui, vous avez votre place dans la République. Quelles que soient vos convictions, vos confessions, vos cultures d'origine, vos pays d'origine, vous êtes la République. Vous êtes la France. Vous êtes un pays qui est un pays métissé, qui n'a pas une seule religion, qui n'a pas une seule façon de penser, qui n'a pas une seule couleur de peau. Non, la France, c'est tout cela à la fois. Nous sommes la France. Et depuis 1789, eh bien, la France, c'est d'abord un état d'esprit, des valeurs partagées. Pas seulement une langue et une histoire. Bien sûr, une langue, une histoire, un patrimoine, bien sûr. Mais nous ne sommes pas un musée. Nous sommes un pays vivant qui continue à accueillir des gens du monde entier et qui progressivement deviennent françaises et français, participent à notre richesse, deviennent celles et ceux qui font vivre ces valeurs que nous avons, que nous chérissons et que je ne rappelle pas parce que vous les connaissez par cœur. Je suis l'un de ces produits. Je suis moi-même eurasien. Quand... non, pas besoin d'applaudir, c'est des... Je n'y suis pour rien. Mais il se trouve que ma mère est née à quelques milliers de kilomètres d'ici et qu'elle est arrivée en France très tard et qu'elle a eu la chance de rencontrer mon père. Ils se sont mariés et ils eurent de très beaux enfants. Donc ce n'est pas... Je n'y suis pour rien, mais c'est effectivement une fierté. Mais quand j'ai commencé... Je ne sais pas pourquoi je divague d'un seul coup, je vous raconte ma vie, mais quand j'ai commencé à militer, loin de penser qu'un jour je serai avec vous dans cette salle, que je serai député, premier secrétaire d'un parti illustre, elle m'a dit, mais pourquoi tu veux faire de la politique? Alors, je dis, pas faire de la politique, je veux distribuer des tracts. Bon, mais c'était déjà de la politique, on est d'accord. Et elle me dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que, en fait, tu es un étranger. Tu ne peux pas faire de la politique en France. Tu ne seras d'ailleurs jamais élu. Et je dois vous dire que la première fois que je l'ai été, ça a été une immense fierté pour moi de lui dire, maman, regarde, je suis député de la République française parce que la France, c'est mon pays. Je reviens à la panique. La panique aurait dû les conduire à des choses simples. Nous dire enfin quel est leur projet. Et en débattre avec nous. Nous étions prêts à ces débats, nous étions prêts à cette confrontation. Une élection, ça sert à ça, à purger des débats qui sont importants dans un pays, dire quel est le chemin que l'on veut emprunter, et puis les Français choisissent. Nous sommes des démocrates et nous sommes tout à fait prêts à accepter l'idée que notre projet n'étant pas le projet majoritaire, il puisse être contesté et puis que ce soit un autre projet qui l'emporte. Mais non. Non, non, ils ont préféré, en fait, diaboliser les autres. Et là, ils sont un peu perdus parce que
c'était facile avec le RN. C'était leur ennemi favori. Et puis là, ils se sont retrouvés avec la gauche en situation de l'emporter. Et donc là, ils se sont dit, mais comment on fait? Alors, comme ils sont peu imaginatifs, ils ont dit, avant on combattait l'extrême droite, maintenant on combat les extrêmes. Et les extrêmes, c'est forcément contre la République. Voilà la boucle bouclée pour eux. Mais ils auraient pu nous dire ce qu'ils veulent faire sur le pouvoir d'achat. Ça aurait été très intéressant de savoir ce qu'ils veulent faire, puisqu'il paraît qu'ils veulent faire quelque chose. Mais comme par hasard, le projet de loi sur le pouvoir d'achat de la Macronie, il arrive après les élections. Curieux quand même. Curieux si c'était si intéressant, intelligent, s'il y avait tant de choses à raconter, s'il y avait un projet qui pouvait mobiliser, pourquoi ne le disent-ils pas maintenant? L'hôpital, dont on vient de parler abondamment, ils ont dit « Ah, c'est vrai quand même, je crois qu'à l'hôpital, il se passe quelque chose. » Ah oui, il serait temps, parce que quand on voit les services d'urgence qui ferment les uns après les autres, qu'on a des déserts médicaux dans toute la France, et que ça commence à quelques kilomètres de Paris, voire même dans quelques arrondissements parisiens, il était temps de s'en rendre compte. Mais, alors là, écoutez, on est depuis 5 ans au pouvoir, on ne sait pas encore tout à fait ce qui se passe. Alors, on commande une mission flash, qui sera rendue au lendemain de l'élection législative, et après, si vraiment vous êtes très sympa, on vous dira ce qu'on veut faire. Eh bien nous, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps pour attendre, et donc on va nous-mêmes faire, puisqu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Et ce qui est incroyable à cette élection, c'est que ils ne savent pas faire autre chose, effectivement, que de dire que les autres sont affreux. Et ce qu'ils ne disent pas non plus, c'est ce qu'est réellement leur projet. Je trouve que la France a adressé à Bruxelles un projet pour les prochaines années qui n'a pas été rendu public à renfort de trompettes et de tambours comme ils savent le faire pour bien d'autres projets. Mais ils ont dit à Bruxelles que, effectivement, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Ça, on avait bien compris. Il n'était pas question pour eux de devenir des partageux. Et donc, quoi qu'il en coûte, c'est fini, mais même mieux, ils annoncent que dans les prochains mois, les prochaines années, leur ambition est de parvenir au fameux 3% que personne n'a jamais respecté. Alors, là, vous vous dites, bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que pour arriver à 3%, il faut économiser 80 milliards d'euros par an sur le budget de l'État. Alors, où est-ce qu'on prend les 80 milliards? Il y a plusieurs façons de le faire. Soit c'est le déficit, mais ils disent qu'ils n'en veulent plus. Soit c'est les impôts, notamment des plus riches, mais ça, ils n'en veulent pas. Soit, eh bien, c'est en fait l'imposition du plus grand nombre, et ça, c'est la TVA. Et quand on dénonce les projets que l'on sait qu'ils ont dans leur carton, ils nous expliquent que ce n'est pas vrai. Alors, si ce n'est pas la TVA, si ce n'est pas l'imposition des plus riches, si ce n'est pas le déficit, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. Ce sera la dégradation de nos services publics. Parce que cet impôt-là, il sera payé par le médecin que vous ne trouverez plus, par l'enseignant que vous ne trouverez plus, par l'ASH qui ne s'occuperait pas de vos enfants, par celles et ceux qui auraient dû permettre un jugement rapide et qui ne seront pas dans les services de la justice. Ce sera le policier que vous ne trouverez pas le soir parce qu'il n'y a qu'une brigade qui fait l'ensemble de plusieurs villes. Elle est là, en fait, il est là, malheureusement, le plan caché de cette droite qui ne dit pas son nom, qui ne veut pas dire son nom, mais qui pourtant continue d'avancer mois après mois, année après année, et qui, sans aucune imagination, fait ce que tous les autres libéraux ont fait avant elle. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous battre. Alors je ne veux pas répéter ce que d'autres ont dit avant moi. Et donc j'ai dit déjà que je me reconnaissais parfaitement dans ce qui était dit par Patrice Bessac sur l'Anthropocène, et ce que ensuite Noël a pu dire sur la convergence qui existe entre les combats sociaux et les combats écologiques. Noël a dit, ce sont les mêmes victimes, ce sont aussi les mêmes prédateurs. Et c'est la raison pour laquelle notre combat ne peut être qu'un combat commun, un combat dans lequel nous nous retrouvons. Et puisque je ne veux pas répéter, je veux venir sur un combat qui est un combat
plus social. Qui est ce combat que nous devrions partager, paraît-il, avec les marxistes, avec la droite, puisque tout le monde se réclame de la valeur travail. Et c'est vrai que ça devrait être une valeur partagée. Mais si on veut la respecter, cette valeur travail, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut aussi le reconnaître vraiment. Reconnaître vraiment, ça commence d'abord par reconnaître que le travail doit payer, par les salaires. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, nous nous battons à la fois pour monter le SMIC à 1 500 €, ce qui ne serait pas trop pour vivre pour celles et ceux qui, aujourd'hui, ont tant de mal à finir les fins de mois, mais aller plus loin encore, convoquer une conférence salariale qui permette de remettre, j'allais dire, pour le laïc que je suis, l'église au milieu du village. Prenez l'expression que vous voudrez. Simplement faire en sorte que ces premiers de corvée, qu'on a applaudis, qu'on a encensés, dont on a dit qu'ils avaient été les piliers de la République, eh bien qu'enfin on les reconnaisse et qu'on puisse dire que ces piliers, ils ont besoin aussi d'être reconnus sur le plan salarial, et que ces gens s'occupent d'enfants handicapés, que ces gens s'occupent des hôpitaux, de nos malades, que celles et ceux qui s'occupent de nos poubelles, que celles et ceux qui viennent nous livrer, eh bien ceux-là aussi méritent le respect, méritent une vie digne, méritent aussi d'être payés. Premier point. Ensuite, si on veut reconnaître la valeur travail, eh bien, il faut en finir avec ce qu'on appelle l'ubérisation. Alors, évidemment, pour l'instant, on se dit « Ah, c'est pas grave. D'abord, quand je regarde mon match, que je veux mon popcorn, que je veux ma bière, que je veux mon McDo, que je veux je ne sais quoi. Pas de publicité entre nous. Enfin bref, quand je veux être livré, j'aime bien l'être. C'est pas cher. Et puis c'est pas grave parce que celui qui me livre, là, qui arrive avec son vélo, en général, il est d'origine étrangère, alors on ne fait pas attention. Pour l'instant, c'est pas important, ça ne me touche pas encore. Mais si, ça va toucher chacun d'entre nous parce que cette ubérisation, elle a vocation à ne pas s'arrêter aux frontières des livreurs et des chauffeurs. Cette ubérisation, elle touchera demain, c'est déjà le cas, les artisans. Et puis un jour, elle touchera les avocats, c'est déjà en partie le cas. Elle touchera les journalistes, elle touchera toutes les professions, y compris les professions dites intellectuelles. Nous serons tous otages d'une plateforme qui exercera un monopole et qui, de fait, sera notre employeur parce que c'est cette plateforme qui délivrera le travail que nous devrons assumer. Et donc, les défendre, eux, c'est se défendre nous-mêmes. Et les défendre, c'est d'abord leur reconnaître tout simplement ce qu'on appelle la présomption de salariat. Parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous êtes livreur, vous tombez de votre vélo, vous vous cassez la jambe. Mais vous êtes votre propre employeur. Il n'y a pas d'accident du travail. Vous voulez partir en vacances, mais il n'y a pas de congé payé. Vous avez le Covid, il n'y a pas d'assurance maladie. Bref, vous êtes votre propre employeur, votre propre assureur. Eh bien, nous n'avons pas passé plus d'un siècle à nous battre pour que chaque page du Code du travail permette d'apporter de nouvelles protections aux salariés de ce pays pour que nous renouions avec ce nouvel esclavage, ce nouveau tâcheronnage qui nous ramène un siècle en arrière et qui amène des salariés, enfin des travailleurs plus exactement, qui n'ont plus aucun droit. Nous n'avons pas combattu si longtemps pour que nous retrouvions une situation qui est devenue insupportable. Et donc, reconnaître la valeur travail, c'est effectivement en finir avec l'ubérisation. Reconnaître la valeur travail, c'est aussi tout simplement reconnaître que dans un pays qui se veut une république égalitaire, le travail des femmes ne peut pas valoir 20% de moins que celui des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce quinquennat, nous devons conquérir, à l'évidence, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Reconnaître la valeur travail, c'est aussi reconnaître le fait que vous ne pouvez pas, sur le plan fiscal, considérer qu'il faut davantage imposer ceux qui vivent de leurs efforts que ceux qui vivent de leur rente.
Ah, vous dites quand même qu'il a un peu exagéré, depuis qu'il est devenu anarchiste d'extrême gauche, voilà qu'il se met à délirer. Non, non, je ne délire pas. Depuis 5 ans, quand vous vivez de votre rente, vous êtes moins imposé que quand vous gagnez un peu au-dessus du SMIC et que vous rentrez dans l'impôt sur le revenu. Ça s'appelle la flat tax. Alors, on se dit, ils ont inventé la flat tax, ça veut dire qu'ils taxent les gens. Non, non, ça veut dire que c'est flat tax. C'est plutôt le truc où on a fait en sorte que la taxe soit la plus faible possible pour ceux qui disposent déjà de tous les moyens. Et ce scandale, pour que vous le compreniez bien, vous, quand vous êtes salarié, que vous rentrez dans l'impôt sur le revenu, que vous avez une carrière qui se déroule bien et que vous progressez sur le plan salarial, eh bien vous changez de tranche. Vous avez de plus en plus d'impôts à payer, ce qui est assez logique. Plus vous gagnez, plus vous payez. Eh bien, avec la flat tax, ils ont inventé un système où, en fait, plus vous gagnez, plus c'est pareil. Et donc, que vous ayez gagné cette année, grâce à vos dividendes, 1 000 € ou 1 milliard, le taux est identique. Effectivement, vous pouvez dire où. Voilà. Eh bien, ce que nous ferons quand nous reviendrons au pouvoir en début de semaine prochaine, c'est que nous rétablirons l'impôt sur la fortune, nous abrogerons la flat tax, nous irons aussi taxer les super profits de ces entreprises multinationales ou celles du CAC 40 qui ont, l'an passé, tenez-vous bien, réalisé 160 milliards d'euros de bénéfices à un moment où tous les Français se serraient la ceinture. Et il ne leur a rien été prélevé supplémentaire, rien, de rien, de rien. On parle de climat. On nous dit maintenant qu'il faudrait financer les efforts climatiques sur nos retraites. Mais quelle aberration! Total, 15 milliards d'euros de bénéfices l'an passé. Mais Total ne peut pas donner un peu, là, c'est pas possible de leur prélever un peu de leurs dividendes, là, pour que, leurs bénéfices, pour qu'on puisse, là aussi, nous cheminer vers cette transition écologique que nous appelons de nos voeux? C'est pour moi une évidence. Et donc, nous réparerons, sur le plan fiscal aussi, les dégâts causés par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin, réhabiliter, revaloriser la valeur travail, c'est évidemment reconnaître le travail, y compris quand on ne travaille plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand on arrive à l'âge de la retraite, quand on a contribué toute sa vie à créer des richesses, eh bien, il est logique qu'on ait aussi sa part de repos. Cette part de repos, Emmanuel Macron considère qu'on ne pourra l'atteindre qu'à 65 ans. Il faut n'avoir jamais quitté les beaux arrondissements de Paris, n'être jamais venu en Seine-Saint-Denis, n'être jamais venu dans ma circonscription, pour ne pas connaître l'état physique, l'état d'épuisement de celles et ceux qui, avec des métiers pénibles, ayant commencé tôt à travailler, de celles et ceux qui arrivent à 65 ans complètement meurtris, épuisés par le travail. Vous avez déjà vu un carreleur à 65 ans? Vous avez déjà vu un ouvrier du bâtiment à 65 ans? Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille dans les frigos à Rungis à 65 ans? La réalité, c'est que même 25% des 10% des Français les moins aisés dans notre pays sont morts à 62 ans. Et donc, on voudrait aujourd'hui faire payer la retraite des cols blancs par les cols bleus. Faire en sorte que ceux qui ont les travaux les plus difficiles soient ceux qui payent la retraite de ceux qui ont commencé plus tard et qui de toute façon partiront après 65 ans. C'est ça la réalité, cet impôt sur la vie. Cet impôt sur la vie qu'on va prélever sur les plus modestes pour payer la retraite des autres. Et comme ils ne sont jamais entendu prêts, je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a profondément choqué dans le discours qu'ils tiennent. Ils vous disent, oui, c'est vrai, 65 ans. Mais c'est en même temps, 65 ans, c'est vrai, mais en même temps, 1 100 € pour celles et ceux qui ont eu une carrière complète. Et c'est là que vous voyez les assureurs, ou plus exactement ceux qui ont l'habitude des assurances, prendre leur loupe. Regardez en bas de la page ce qui s'y niche. Vous le savez, celles et ceux qui ont des retraites inférieures à 1 100 € aujourd'hui
sont principalement des gens qui ont des carrières incomplètes. Et il y a 2 butées d'âge pour la retraite aujourd'hui. Une première butée, pour ceux qui ont leurs annuités, c'est l'âge du taux plein. Et ceux qui n'ont pas leurs annuités, il faut attendre 5 ans de plus pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de partir à taux plein. Et donc, pour ces gens dont il nous parle, il faudra attendre modestement l'âge de 70 ans pour toucher enfin les 1 100 € promis. Mais quels sont ceux qui pourront attendre 70 ans pour pouvoir enfin toucher les 1 100 €? La réalité, c'est qu'il aurait pu fixer cette pension à 1 500, 1 600, 1 700, parce que personne ne l'atteindra. Les gens partiront avec une décote, c'est une évidence, parce qu'ils auront besoin de vivre avant et qu'ils ne pourront pas attendre. Et c'est cette entourloupe-là aussi que je voudrais combattre dimanche prochain, en faisant en sorte que Fathia et tous les autres arrivent à l'Assemblée. Qu'ensemble nous puissions relever le défi de proposer un autre pays, une autre France, une France où on part d'abord des besoins, avant de partir des moyens. Je n'en peux plus, je dois le dire que moi-même j'étais de ceux qui d'abord comptaient avant de se poser la question de savoir ce qu'on ferait. Mais je n'en peux plus. J'en peux plus de répondre à tout le monde. Attendez, je ne sais pas si nous avons les milliards qu'il vous faut. Mais nous sommes devant d'immenses défis. Que dirons-nous à la génération qui vient? Que nous n'avions pas les milliards parce que nous avions des gens du CAC 40 qui nous disaient « Ne me touchez pas au Grisby, il me manque un yacht. Et moi, il me manque un hôtel particulier. Alors on n'a rien touché, on n'a rien fait. On avait tellement peur qu'ils nous engueulent. » Ben, ils nous engueuleront. Et c'est vrai que parfois, je comprends, il y a des gens qui disent « La gauche, là, vous êtes effrayant. » Mais il y a pire que d'être effrayant, c'est de ne plus effrayer personne. C'est de ne plus être de ceux qui peuvent enfin dire « Oui, nous allons vous donner les moyens de vivre, de faire en sorte que ce pays soit à nouveau un grand pays, dont on puisse être fier, un pays dans lequel, effectivement, la santé est défendue pour toutes et pour tous, que nous ayons un système de soins qui soit le plus efficace du monde, comme ça a été longtemps le cas. Que nous puissions dire à nouveau que la police est une police qu'on peut défendre dans le monde entier, parce que nous avons été longtemps, non pas blâmés, mais encensés sur de ceux qui pouvions maintenir l'ordre sans avoir besoin de recourir au LBD, sans recourir aux matraques, sans recourir aux gazeuses, sans être de ceux... Voilà. Nous avons été ce pays-là. Nous l'avons été. Pourquoi ne serions-nous pas à nouveau? Et je finis simplement en vous disant, chers amis, il nous reste quelques jours, vous connaissez la formule. Allez chercher vos voisins, vos amis, vos collègues, faites en sorte que... On vous l'a dit souvent, mais cette fois-ci, c'est vraiment le moment ou jamais. C'est le moment magique dont je parlais, où toute la gauche est là, parle d'une même voix, sur un projet partagé, avec une ambition partagée. Ce moment-là, ne le ratez pas. Faites en sorte que dimanche prochain, Fathia nous rejoigne à l'Assemblée. Merci.